Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Engagé pour les causes sociales et écologiques, il est repéré et recruté dans le cadre de son alternance pour être responsable marketing de Jimbei, une marque de cosmétiques à base d'éponges de mer. Le projet finance la création de bassins d'aquaculture à impact positif sur la nature. Il y a quelques mois, toute l'équipe prend un virage à 180 degrés pour se lancer dans les NFT et fonder TheAquaverse.io, avec toujours pour objectif de financer cette cause. Aujourd'hui, on accueille son co-founder et CMO, Younes Ouamari. Salut Marley, salut Younes, comment tu vas? Salut Epti, salut Marley. Très très bien, merci à vous déjà pour l'invitation, c'est très gentil de votre part. C'est mon premier podcast, il faut le savoir. Ouh, on a la chance, Avec on a grand l'exclu. plaisir. Soyez gentils, hein. T'inquiète, compte sur nous, compte sur nous. On verra au fur et à mesure, mais compte sur nous. Est-ce que tu peux compléter un petit peu ce qu'Ipti vient de dire en termes de présentation? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi en quelques phrases? Oui, alors Younes, comme tu as dit Epti, Younes Ouamari, cofondateur et CMO de Aquaverse. Aquaverse, c'est une entreprise dans la green tech. Notre ambition et notre combat du quotidien, c'est de dépolluer les océans des microplastiques, bactéries et virus grâce à l'aquaculture d'éponges de mer. Ok, et Ok. peut-être que tu peux juste rappeler ce que c'est CMO pour tous ceux qui font pas partie de la Startup Nation. CMO en anglais, c'est Chief Marketing Officer. Et en français, c'est l'équivalent de directeur marketing en fait. Ce poste veut tout et rien dire. Si tu pars dans des entreprises, il y a une seule personne, c'est la directrice marketing, donc elle a le rôle que j'ai. Hmm. Et si tu vas dans les grands groupes, c'est une personne qui gère des centaines de personnes. Donc en gros, c'est quelqu'un qui doit gérer le marketing et la communication d'une entreprise. Ok, merci. Ok, très clair. Et juste avant que tu nous parles un peu de tout ça, toutes tes missions en tant que CMO, est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière et que tu nous racontes un peu ton parcours à partir du lycée jusqu'à aujourd'hui? Par C'est quoi très t'es tôt le passé? lycée, hein. C'est très tôt le lycée, ouais. Alors moi, le lycée, c'était vraiment un combat de savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'avais la voie de la seconde générale qui s'ouvrait à moi en fait. J'étais pas le meilleur des élèves au collège, j'étais dans la bonne moyenne en fait. Et malgré ça, j'ai fait le choix d'aller dans un lycée pro pour faire ce que j'aimais faire à l'époque. C'est du design et du graphisme. Ok. Donc j'ai fait un bac, comment on appelle ça? Je sais plus, mais un bac industrie graphique, pardon. Un bac industrie graphique, option digitale. Et donc j'ai fait ma seconde, ma première et mon bac là-dedans. J'ai bien réussi le bac. Je faisais ce que j'aimais en même temps, donc c'était le kiff total. Et puis, juste après le bac, moi, j'ai fait une chose qui était pas très commune en 2017-2018, c'était l'alternance. Aujourd'hui, c'est très commun. Tout le monde fait ça, c'est la norme. Hmm. Mais à l'époque, c'était vraiment très peu connu. C'était pas accessible comme aujourd'hui. Donc, directement en BTS, j'ai fait un BTS option design, option digital aussi. C'est la suite de mon bac, en fait. Ok. Et donc, c'était en alternance. Je l'ai fait dans une agence de communication en tant que graphiste et puis directeur artistique. Bref, on a connu une petite évolution au sein de l'entreprise. Et juste après, donc après ce BTS, j'ai enchaîné avec une licence chef de projet marketing digital et enfin un master marketing digital et business. Ok, mais depuis le début, il y a déjà une appétence pour le digital dans ton parcours finalement. Oui, oui, oui. Après, en même temps, je geekais beaucoup, donc Hmm. c'était le meilleur compromis entre la passion et l'économie et la finance. Ça va ensemble. Mais ouais, deux gros aspects. Donc, gros aspect design et digital en gros. Oui, Ok. clairement, oui. Oui. Ok. Donc, tu fais ta première alternance quand tu es en BTS et on va jumper directement à ton alternance quand tu es rentré en master. Mhm. Comment tu l'as trouvée ou plutôt comment elle t'a trouvé? C'est plutôt comment elle m'a trouvé en réalité, hein. C'était en 2019, avril 2019, je pense, si mes souvenirs sont bons, ou 2020, je ne sais plus. 2020 plutôt. Et je venais de quitter ma première entreprise, donc dans laquelle j'avais commencé mon BTS, pour raisons économiques. Donc l'entreprise fermait ses portes. Moi, j'étais très fatigué à l'époque. Je prenais grave mon temps pour chercher une entreprise. J'avais quelques, j'avais quelques entretiens par-ci par-là, mais c'était
pas ouf. Il y avait pas de feeling, donc à chaque fois, je faisais traîner la signature, avec ces entreprises-là. La directrice de mon école à l'époque, je m'en souviens, elle était en train de me relancer tout le temps: «Oui, il faut signer là, il y a une deadline» et cetera et cetera. Donc sinon tu quittes les études, en fait, tu quittes le diplôme en question, tu quittes, c'était la licence à l'époque et comme par hasard, un soir, vers 2 heures du mat, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis je suis à un mariage, le mariage de ma cousine et je reçois 7 audios de quelqu'un que je connais pas sur Insta. Chaque audio fait 1 minute et moi déjà de base, tu m'envoies un audio de plus de 15 secondes, j'écoute pas. Et là, je me dis: «Mais» il y avait une curiosité de ouf. Je me dis: «Mais c'est qui ce mec-là qui m'envoie cet audio d'un coup?» Et j'ouvre le premier audio et j'entends: «Oui, salut, c'est Dolian, c'est untel qui m'a donné ton contact, je cherche quelqu'un dans la com et le marketing. Alors, moi, je suis fondateur de Jimbei. Jimbei, on fait des éponges de mer, bla bla bla». Je fais: «Oh, c'est quoi tout ça?» Bref, je me mets de côté dans le calme, j'écoute. Je me dis: «Bon, je vais lui parler demain». Le lendemain, je réponds et on a parlé, un feeling de ouf. C'est un gars qui a mon âge, c'est Dolian, c'est aujourd'hui mon associé, en fait. Mmh. Ok. Un gars qui a mon âge, plein d'ambition, plein de folie. On a parlé pendant quasiment un mois et demi, 2 mois avant de signer le contrat. Donc je l'ai fait encore plus traîner que prévu. Parce qu'il faut savoir que l'entreprise est localisée à Paris. Moi, j'habite à Lille à ce moment-là. Le télétravail, c'est pas la norme. Donc il y avait plein de choses à négocier. Il fallait comprendre aussi la vision de Delean, donc mon associé aujourd'hui. Ce qu'il voulait faire dans l'entreprise, ce qu'il voulait faire lui avec cette entreprise même. Et une fois qu'on s'était mis d'accord, bon, on a signé à distance. On a signé, je l'avais jamais vu encore parce que c'est tombé pile au confinement. Euh, ouais, c'était au mois de mai 2020, oui. Et la première fois qu'on s'est vu, on s'est vu à Marseille. On a passé une petite semaine à Marseille avec ses potes et c'est devenu ma clique de potes. OK, et moi Très ça me cool. enfin, je sais pas toi Marley, mais tu as 20 ans, tu sors de bac+3, tu es super exigeant sur l'entreprise dans la que tu vas intégrer, après? Parce Pour un mec qui que, cherche une alternance, c'est pas courant? ouais, bah en fait, j'avais entre guillemets ce luxe et je me suis dit je vais le saisir. Déjà ma première alternance, ils m'ont pas lâché comme ça, dans la nature. Ils avaient déjà des contacts, ils ont essayé de les faire jouer et tout, donc je me suis dit: «Au pire des cas, j'ai quelques autres plans. Si jamais je trouve pas, je peux signer rapidement». Donc il y avait ce luxe-là. Après, il y avait d'autres entreprises avec qui, bah, comme j'ai fait un bac pro, j'étais a amené à faire des stages pour valider, les différentes années et donc ces contacts-là aussi ont joué. Je pouvais les solliciter à tout moment et signer cette alternance-là. Mais bon, je voulais quelque chose en fait dans laquelle j'apprends et j'absorbe le savoir plutôt que le diffuser. Donc c'est pour ça que parce que j'avais atteint une période dans ma précédente alternance où j'apprenais plus Hmm. et le cas la différence commençait à se voir en fait, avec mes potes de ma classe en fait. Tu voyais des potes, ils faisaient plein de choses, du code, plein de choses et toi tu faisais la même chose que ce que tu faisais au début en fait. Donc tu étais obligé d'être un minimum exigeant, que ce soit, pour cette partie-là d'apprentissage, que pour l'aspect social, que pour Mmh. l'aspect respect de la personne, etc. En vrai, je vois ce que tu veux dire, tu vois. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pas forcément le choix. Je te dis Mm. en connaissance de cause, hein, j'en vois tous les jours par rapport à mon job. Et il y en a pas beaucoup qui ont le choix. Et du coup, souvent, bah, tu te retrouves dans des jobs où t'es pas du tout à l'aise, où Mm. tu te fais, en vrai, faut le dire, hein, tu te fais exploiter, tu vois, parfois. Et c'est juste parce que t'as pas le choix, tu vois. Et du coup, tu fais exactement la même mission tous les jours et c'est chiant et tu montes pas en compétences. Et bah, du coup, petit conseil pour tous ceux qui écoutent, si vous chopez un job en alternance, allez-y pour apprendre. Allez-y pour apprendre à fond, parce que tout ce que vous allez absorber, comme Younes l'a fait là, plus tard, ça va vous faire servir, mais fois 1000, fois 1000. Mm. Énormément, oui. Bah, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, ma première alternance, c'était magnifique, hein. C'était vraiment magnifique après le BTS. C'était ma première expérience. Il faut savoir que j'ai galéré à trouver cette alternance-là. J'ai envoyé plus de 120 CV. Des fois, je m'amuse à aller regarder ma boîte mail pour voir les précédents mails. Après, bon, je me dis, j'avais ma part de responsabilité dans cette histoire. Il y a plein de fautes dans le mail. Le CV, il est dégueulasse, mais ça va. C'est normal, on, du coup. on a vu pire. Mais On cette est en entreprise-là, on est en c'est 2020, 2019 quand tu fais ça? 2018.
OK, 2018. ça va, on tapait pas encore sur les étudiants qui faisaient ça, à À Non, l'époque, l'époque. pas ça va, encore. ça va. C'était pas Encore. la mode Ouais. encore sur Ouais. LinkedIn. C'est pas la mode. Et cette expérience-là, elle m'a beaucoup apporté parce que c'était ma première expérience. Et en plus de ça, c'était une jeune agence de com. Et on bossait pour des gros clients. On a bossé pour Porsche, pour Canal+, pour Brico Dépôt, pour plein de gros noms en fait. Et quand tu es jeune, c'est ta première expérience, tu bosses directement avec des gens comme ça qui ont pas mal de process, pas mal d'expérience en fait, tout simplement. Porsche, c'est une boîte qui existe depuis des centaines d'années. J'espère que j'ai pas tort. et, et, euh, et donc, cette boîte-là, elle m'a beaucoup apporté. Et surtout, comme c'était vraiment une boîte qui venait d'être créée, euh, en fait, je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de tout. Je voyais les autres faire aussi. On n'était pas 30 dans la boîte. Du coup, je voyais ce que c'était d'être gérant d'une entreprise. Les deux fondatrices, Sybille et Anne, si elles nous écoutent, je sais qu'elles me suivent pas mal en ce moment, euh, étaient très généreuses en fait dans le partage du savoir. Donc, elles m'emmenaient avec elles à des rendez-vous clients. Euh, Sybille, c'est la personne qui m'a fait découvrir les podcasts. C'est elle qui m'a fait découvrir le monde de la Startup Nation, comme elle avait un background de vie parisienne agitée de business. Donc elle m'a fait découvrir tout ça. On parlait de génération do it yourself avant, c'est grâce à elle que j'ai découvert. Hein. Et donc j'ai pu apprendre pas mal de choses grâce à cette expérience-là. Mais à partir d'un moment, tu commences à te voir stagner, pas évoluer en fait comme au début. Au début, il y a une grosse courbe qui monte comme ça et à un moment, c'est très stable. Ok, ok, ouais, je vois. Petit aparté, Génération Do It Yourself, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, pour Mmh. ceux qui ne Ouais, connaissent pas et qui nous écoutent, c'est le podcast de Mathieu Stéphanie. Donc apparemment, selon Younes, il est incroyable, donc allez l'écouter. très cool. Et Mathieu, c'est un gars génial aussi, hein, si vous voulez le contacter sur LinkedIn. On n'en doute pas, ouais. Et donc finalement, tu intègres, Jimbei en 2020. 2020. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelles sont tes missions? Euh, Jimbei, en fait, il y avait tout à faire. Vraiment, quand je dis tout à faire, c'était tu partais de zéro. Il y avait le logo à faire, le site, genre vraiment page blanche. Delian avait beaucoup avancé sur l'aspect scientifique de la boîte. OK. Il avait beaucoup voyagé, rencontré des chercheurs, parlé avec pas mal de monde. Mais lui, c'était un étudiant en biologie. Certes, il avait, en tant qu'entrepreneur, il avait déjà mis la main à la pâte pour tout ce qui est création de sites, etc. Mais il lui manquait quelqu'un de vraiment d'expert qui a fait que ça de sa vie. Mmh. Et donc moi, je suis venu pour remplir cette place-là, ce rôle-là. Et donc j'ai tout fait, création de logo, création de sites, organisation de shooting des produits, un peu de tout honnêtement, un plaquette commerciale. Vraiment là, si je devais faire le bilan de ce que j'ai fait, je pourrais même pas te citer ça comme ça, tellement j'ai fait plein de choses. Ouais, limite, vous avez monté la boîte à deux, en fait. En fait, c'est ça. Hein, il y avait non, quelques stagiaires avant moi. Ok, Donc c'était vraiment au tout début de la boîte, à la première année de la création. Mais le premier vrai salarié, c'était moi. ok. Donc j'étais le premier alternant. Puis Noël, justement, qui aujourd'hui est devenu notre associé aussi, nous a rejoints en tant que commercial. Et on a travaillé comme ça pendant 2 ans, 1 an et demi. Et à un moment, on a fait le switch vers Aquaverse. OK, et pendant c'est la première ou la deuxième année, vous étiez incubés? Oui, en fait, Jimbei, elle a été incubée avant que je rejoigne la boîte. Donc, Delian était seul en fait à ce moment-là. Il était à Station F, je ne sais plus quel programme. Je pense que c'était les Fighters, ou je sais plus. Pour pas dire de bêtises, je préfère annuler ce que je viens de dire. Un programme de Station F qui c'est pas Exactement. Oui. notre Oui. enfin, un autre incubateur, ouais. Quoique, là, je pense à 13 Incubes, un incubateur de la région. Je pense qu'il est passé par là aussi. OK, OK. Jimbei, elle a fait plein d'incubateurs. Elle a fait Station F, Accélérateur M à Marseille, plein de choses Mmh. comme ça. Donc, des fois, ça m'arrive de me tromper. Donc oui, il était déjà incubé à Station F, mais quand je l'ai rejoint, la période d'incubation était terminée. Puis on a recandidaté en fait, et on a rejoint le Founders Programme. OK, OK, d'accord, et toi, en tant qu'alternant, étudiant, hem, est-ce que ça t'a fait quelque chose d'évoluer dans cet écosystème, qui est Station F?
J'ai posté un post LinkedIn il y a 2 jours pour parler de ça justement et moi quand j'étais vraiment plus jeune, quand j'étais au lycée, je faisais du «business» entre guillemets sans le savoir. J'étais, en fait, je sais pas ce que j'ai, c'est dans ma personnalité. J'ai beaucoup de mal, enfin, j'avais beaucoup de mal à demander de l'argent à mes parents. Donc je faisais tout pour avoir vous allez rigoler, hein, mais j'ai un montant exact en tête, c'est 30 € par mois. Pourquoi 30 €? Parce que 20 pour le bus, une fois par mois, l'abonnement OK. et 10 € pour un dégradé par mois, une fois par mois. Ah la masterclass! Juste les essentiels. Tu sais, je pensais qu'il allait dire, je sais pas, Le un plus gré, important. un truc comme ça. Non, non, le Non, dégradé. la coupe. Là, Incroyable. trop fort. Et donc quand j'étais au lycée, je m'intéressais beaucoup à comment trouver des clients, pour leur faire en fait des logos, des flyers, des bêtises comme ça. Il y a des mois où je me suis fait arnaquer parce que je faisais tout ça aux blagues, bien sûr. Ouais. Donc il y a des mois où je me suis pas fait payer, le client a utilisé ce que j'ai fait sans me payer. Il y a d'autres mois où, j'ai eu les 30 € et j'étais très content, tu vois? Donc heu, donc j'étais déjà dans cet écosystème-là, mais je connaissais pas le terme Startup Nation. Moi, pour être entrepreneur, faut être Bill Gates, faut être Jeff Bezos, faut être, Mmh. Tim Cook et cetera. Faut pas tu Dans ma tête, il y avait pas des petits entrepreneurs, en France, ou ailleurs. Pour moi, les entrepreneurs, c'est les plus gros La Silicon et Valley. alors que ma famille, elle est pleine d'entrepreneurs, hein. Mmh. C'est juste qu'à mes yeux, c'était des gens normaux, en fait. Mais tu sais que je Pour moi, pense il faut qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que, être entrepreneur, c'est monter des grosses boîtes, et mmh. finir avec Google, tu vois? Je pense qu'il y en a encore beaucoup, tu vois? C'est de l'ignorance sans l'aspect méchant, en fait. C'est juste, on le sait pas, en fait. Si tu as pas quelqu'un dans ton entourage qui va te dire: «Regarde, il y a Blablacar qui était une start-up au début, et c'était juste un gars tout seul, il a eu une idée, dans les bouchons», il y a tu vas pas le croire, tu vois? Dans ta Mmh. tête, tu vas pas te le dire. Après aujourd'hui, c'est différent avec internet. Avec internet, je parle comme si j'ai 50 ans, mais aujourd'hui, sur internet, on partage beaucoup les histoires de start-up, de réussite et cetera. Donc je pense que c'est plus répandu qu'avant, mais ça reste quand même, une histoire de niche. Alors, pour revenir à Station F et qu'est-ce que ça me faisait, heu, moi, pour moi, le rêve, c'était Station F. Vivatech, on va en parler, mais je connaissais, mais comment dire? Je savais pas que tu pouvais venir et moi, pour moi, c'était Tim Cook qui venait parler et toi t'écoutais, en fait. Pour moi, c'était comme les keynotes d'Apple. Donc je savais pas que c'est le format que c'est aujourd'hui et puis la Silicon Valley, en fait. Pour moi, il y avait Mmh. trois points dans le parcours, de la Startup Nation et tout ça, je l'ai découvert grâce aux podcasts, encore une fois. Les podcasts, Mathieu Stéphanie, Pauline Léniaud, tous ces gens-là. Heu, J'étais seul dans ma chambre, mais je baignais dans cet écosystème. Je connaissais la Startup Nation comme si j'étais, un entrepreneur d'une licorne, tu vois? Un fondateur d'une licorne. Donc c'était plaisant. La première fois, je m'en souviens, quand Dolian, il m'a passé mon badge et que je suis rentré à Station F, C'est trop kiffant. j'étais hyper impressionné. C'est un truc de ouf. Tu vois les logos Ouais. Google, Facebook, tu te dis: Mmh. «J'ai réussi ma vie». C'est J'ai clair. encore jamais connu cette Alors tu as sensation. alors tu vas probablement jamais leur adresser la parole, hein. C'est juste que tu vas aller au boulot, tu vas voir le logo de Google, ça va te faire plaisir, tu vois? Mmh mh. Il y a les AWS et tout. Exactement, donc des logos que tu vois, sur Facebook quand tu traînes, Mmh, mmh donc mh. non, non, c'était kiffant, mais bon, moi, comme j'étais à distance, j'en ai pas beaucoup profité, de 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 cet écosystème. OK, OK. Mmh. C'est très bruyant, tu as rien raté. Oui, 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 je l'ai vu récemment. OK, super intéressant. Hem et finalement, enfin, tu construis un peu toute la partie marketing chez Jimbei. Mmh. À quel moment, comment s'est passée, en fait, la transition entre Jimbei et The Aquaverse, en fait? En fait, on a tendance à présenter Aquaverse comme une nouvelle entreprise, alors qu'en réalité, c'est juste la suite de Jimbei. C'est l'histoire de Jimbei, c'est le fruit du travail de Jimbei qui a amené Aquaverse. Mmh mh. Comment, Aquaverse est venu? Nous, il faut savoir qu'on vendait des produits cosmétiques
pour atteindre notre objectif final qui est faire le premier POC de nos bassins d'aquaculture, prouver que la dépollution avec les éponges de mer, c'est possible. Et en fait, on était déjà distribué dans plus de 30 biocopes en France, donc on avait quand même une entrée d'argent, mais cette entrée d'argent, elle suffisait à peine pour payer que nos salaires, nos 3 salaires avec Dolian et, euh, et Noël. Et encore, Dolian à l'époque, il se payait pas tous les mois. Euh, et en fait, à un moment, cet été, en fait, été 2021, en septembre, on réfléchit, on se dit, on était à un stade important de l'entreprise. Soit il faut faire une levée de fonds pour réussir à faire ce qu'on veut. En fait, ça devenait fatigant de faire tous ces efforts pour à peine payer des salaires. Ou bien trouver un miracle. Et nous, on l'a trouvé. Mhm. Nous, on l'a trouvé. Tu vas faire On a rager de la les chance. investisseurs là. Ils vont pas C'est nos amis, kiffer. hein. Les investisseurs, on leur parle souvent, hein. Donc, en septembre, le 16 septembre 2021, Noël, Dolian et Baous, donc mes 3 associés, m'appellent et ils me disent: «On arrive à Lille». Moi, je me dis: «Mais ils veulent faire quoi à Lille?» Normalement, c'est moi qui vais à Paris. Et ils viennent, on va se poser dans un bar autour d'un verre le 16 septembre, hein. La date, elle est inoubliable. Et ils me disent: «Voilà le contexte». Je les connaissais, hein, mais bon, ils m'ont fait un pitch. Problématique, ton why, tout ça, tu vois? Donc ils m'ont présenté la problématique, ils m'ont proposé une solution, la blockchain. La blockchain, à ce moment-là, je connaissais comme tout le monde, hein, Bitcoin, tu Ouais, vois? ouais. Je moi, s'il y a des personnes en qui j'ai le plus confiance dans ce monde, c'est les 3 personnes que je viens de vous présenter, Delian, Noël et Baus. Je sais que quand ils pensent à une chose, c'est qu'ils l'ont vraiment bien pensé. Donc moi, je leur dis: «Je vous suis, mais il faut qu'on en parle». Donc on vient chez moi, on se pose, on a parlé jusqu'à 3 heures du mat. Ils sont venus, il était 18 heures. On a parlé jusqu'à 3 heures du mat, 4 heures. Hem, on a parlé, on avait de la chance en fait dans notre entourage, on a, un très bon ami qui s'appelle Vincent Cacciavenda. C'est, l'un des fondateurs d'une des plus grosses boîtes de crypto en France, qui s'appelle Smart Chain. Et lui, depuis des années maintenant, il arrêtait pas de nous répéter: «Les gars, il y a quelque chose à faire dans la blockchain, il y a quelque chose à faire dans la blockchain. Il y a de la liquidité, cette liquidité a besoin de sens, vous avez tout votre sens» et cetera. Et nous, on l'entendait, mais on comprenait pas, en fait. On comprenait pas c'est quoi la blockchain, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah, en plus, à l'époque, il y avait trop de clichés, blanchiment d'argent, et cetera. On va pas pousser le délire plus loin. Et il y avait la cerise sur le gâteau, c'est Ryan. Ryan, notre ami, fondateur de Metaverse Marauders. Je sais pas si vous avez vu le NFT de Omar Sy. Non, j'ai pas vu moi. Bah, en fait, il est associé à Omar Sy sur ce projet-là. Ok, Et lui, c'est le coloc de Dolian et Baus. ok. Donc on le voit, il fait des gros chiffres tous les 24 heures. On se dit, mais c'est un truc de ouf, pourquoi on se casse la tête à vendre des éponges à des biocops pour avoir des salaires? Et donc, avec ces facts-là, j'ai pas le terme, avec ces preuves-là, Mmh. voilà, avec ces preuves-là, en fait, on était quasi sûr qu'il y a quelque chose à faire dans la blockchain. Et le 16 septembre, on décide, c'est bon, c'est acté, on va aller faire de la blockchain. Le lendemain, on part à Paris et on se pose autour de la table de Baous et on se dit, bon, bah, maintenant, comment on commence? Bah, collection NFT, etc., etc. Voilà comment est venu Aquaverse. Donc, en vrai, on a pris Jimbei, on a pris la blockchain, on a mélangé les deux. Nous, on le dit souvent, on a pris la révolution écologique et la révolution numérique, qui est la blockchain aujourd'hui, pour faire un gros mélange qui a donné Aquaverse. En fait, c'est ça, c'est que ton projet de base, le fond du projet, ça a pas bougé. C'est la même chose. Non, C'est non, juste c'est le exactement le même. Oui. comment vous allez l'atteindre qui a bougé, quoi. Mais le pourquoi est toujours là, ouais, ok, ça je capte. De base, pour être totalement honnête avec vous, on se disait, on va juste chercher la liquidité qu'il y a dans la blockchain. On va juste chercher l'argent, on va le sortir, le convertir en fiat, en argent réel, en euros ou Euro? dollars, et aller faire nos bassins, et puis merci la blockchain. Mais en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, c'est impossible de sortir. Tu es là, tu crées une communauté, cette communauté, tu vas t'attacher à elle, tu lui as fait des promesses, tu lui as dit: «Je vais te sortir une collection, puis un token, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça». Et en fait, on n'est pas des scammers de Dubaï. On tient nos promesses. Donc tu es obligé de tenir ta promesse et tu es obligé de construire pour la blockchain. Et cette blockchain-là, tu apprends à l'aimer.
t'apprends à l'aimer, t'apprends à aimer les gens qui construisent dessus. Et donc, tu veux faire partie de cette révolution-là, comme les anciens faisaient partie de la révolution d'Internet, de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. OK. OK. Tu disais que vous aviez construit une communauté à laquelle vous vous étiez attaché. Finalement, cette Mm. communauté, bah, comment vous l'avez construite? Parce qu'on parle beaucoup de communauté, de l'importance de construire des communautés aujourd'hui pour lancer un produit et le Oui. vendre surtout. Comment vous l'avez construite et où l'avez-vous construite surtout? Euh, En fait, sur la blockchain, il y a 3 principaux canaux. Tu as Twitter, Telegram et Discord. Donc OK. c'est sur ces 3 canaux-là qu'il faut miser. Nous, on a misé sur, les 2 premiers, enfin Discord et Twitter. On a fait simplement comme tous les projets, sauf que nous, on a ramené cette expertise qu'on avait sur, le web 2 et on l'a adaptée au web 3. Nous, quand on a intégré, ce monde-là de la blockchain, quand on a commencé à travailler dessus, c'était pas normal de se montrer, c'était que des pseudos, c'était que de la communication agressive à base de giveaway, partage, fais ci, fais ça. Nous, on est venu, on s'est dit: «Bon, il faut le faire parce que c'est ce qui marche. Il faut faire des giveaways, il faut faire des choses comme ça, mais il faut amener cette patte». Et nous, on parlait beaucoup avec Delian, on se disait quand on sera hyper riche, quand on aura beaucoup d'argent sur Jimbe, on fera un peu du Red Bull. Vous voyez les Red Bull Studio Challenge, des choses comme ça. On va faire du contenu, en fait, du vrai contenu à valeur ajoutée. Et, euh, et en fait, avec la blockchain, on s'est dit, bon, c'est le moment de tester ça. Donc, on a commencé à faire des vlogs, à aller sur Discord, allumer la caméra, chose qui était inimaginable dans la blockchain à ce moment-là. Que des gens viennent, allument leur caméra, parce qu'il y avait beaucoup de scammers, en fait. Il y a des gens qui prennent du cash et se barrent. Nous, on est venu, on a fait tout le contraire. On a montré nos LinkedIn direct, on a montré euh, notre background aussi. Et, euh, et la commu, en fait, elle a kiffé ça. Elle a kiffé cette relation de transparence qu'on avait parce que c'est une des valeurs de la blockchain, en fait, la transparence. Et c'était pas Mmh. normal que des gens se cachent. Si tu prônes la transparence dans ton projet, il faut l'appliquer déjà. Ouais. Et, euh, et donc, on a commencé sur Twitter. Au début, du simple giveaway, on montre une NFT qui était horrible à l'époque, hein. Désolé, Josué, qui a designé la collection. Euh, donc oui, ils étaient pas ouf les dessins au début, mais les gens kiffaient parce qu'il y avait un projet derrière en fait. Et c'est rare en fait que de voir un projet tout neuf sur la blockchain venir avec un white paper, donc une sorte de documentation qui explique vraiment le projet. Et ouais, je m'en souviens du Euh, white paper. Il était sorti en novembre voilà. Oui, et il oui, était oui, propre, oui. hein, déjà à l'époque. Il était propre, genre en novembre, la blockchain et moi, je Mm. connaissais rien. Je me dis: «Mais» enfin, genre, même si je comprends pas tout, genre, c'était clair, c'était limpide, tu vois? Tu sentais qu'il y avait un fil conducteur, tu vois? Ah ouais, Mais après ça, c'était le tout c'est début. l'avantage aussi à être un novice aussi dans la blockchain, c'est que pour exprimer ce que tu veux exprimer, bah, tu l'exprimes avec des mots simples parce que tu maîtrises pas forcément les mots compliqués. Donc, euh, Donc on a fait un white paper très clair, très simple, Ouais, je t'avais fait un retour, je m'en très souviens. intuitif. Oui, Ouais, en ouais, plus, oui, c'est merci, vrai. bah, merci encore. C'est l'occasion de te le dire. Donc oui, ce white paper-là, il nous a beaucoup aidé. On n'est pas venu et on a dit oui, on va donner 15% à une association et puis le reste de l'argent, on ne sait pas où il va. Non, on est venu, on a dit, on a tel projet à construire, et il faut des millions pour le faire. Et nous, on est venu chercher ces millions-là pour construire autour de ce projet. Et les gens ont kiffé cette transparence. Puis après, il y a eu un petit vlog avec ma voix, avec une voix off, une musique classique. Et, euh, et les gens, ils ont kiffé, en fait. C'est cette histoire que des potes mènent ensemble, euh, des mecs de 24 ans, certains de banlieue, de banlieue, d'autres de Nice, d'autres de Belgique, hein, moi de Lille. On s'est regroupés, on s'est dit on va aller dépolluer les océans. Alors que il y a au moins 50% des gens dans la boîte, ils voient les océans une fois par an, tu vois. Donc c'était beau à raconter en fait. On avait cet avantage aussi pour le storytelling qui nous a pas mal aidé. Mmh. Ouais, ouais, que vous continuez à construire un peu votre Mm. contenu autour de votre aventure finalement. On dirait une grande bande de potes qui s'agrandit C'est et clairement qui bosse ça. à fond. C'est clairement ça. Qui s'agrandit, c'est le terme, hein. En septembre, on était quatre, tous les quatre. Aujourd'hui, on est une bonne vingtaine. Ouais, donc tu vois, c'est une clairement belle histoire en fait, tu vois. Et Oui, oui.
Et s'il y a un truc que je retiens en gros de la question de base qui était comment en gros tu crées une communauté, c'est de la transparence, raconte ton histoire Mmh. et un vrai projet, sois pas un scammer, fais pas un truc bullshit et juste embarque les gens avec toi en fait. Et genre ceux qui vont vraiment kiffer, bah, ils vont te suivre et là tu vas créer un vrai truc et c'est ce que vous avez fait en fait avec The Aquaverse. Exactement, faut respecter la communauté que tu veux construire. Vraiment, c'est le terme qu'il faut utiliser. Faut la respecter, si je vais me faire des ennemis, hein. Vas-y, on est là pour ça. Certes, certes, faut proposer du contenu, mais c'est aussi un lead que tu veux convertir. Si on parle purement marketing, et pour le convertir, il te faut des arguments. Heu, on connaît tout le temps, on connaît tous ce funnel, de conversion. Heu, comment tu convertis quelqu'un qui voit ton NFT la première fois? Donc il y a des phrases d'accroche, puis, tu le ramènes à telle page, puis il lit un petit peu plus et il est curieux, donc il va aller se renseigner un peu plus, puis il se retrouve sur Discord, bah, puis il parle, au CEO de Liane qui des fois est en vocal comme ça, il parle en freestyle. Donc Il aime bien les vocaux de directement Liane, je tu crois. maintenant il a plus le temps d'en faire, comme avant, mais il aime bien, il aime bien. En fait, c'est nous 4 déjà, on était très, très proches de la communauté et on l'est toujours. Heu, on on venait, comme je te disais, à 2 heures du mat, on allumait la caméra, pendant qu'on était en train de bosser, on rigolait avec eux 1 heure 30 et après on refermait, on allait bosser. Donc c'est comme je disais, c'est un lead, mais c'est un lead que tu dois respecter vraiment. C'est quelqu'un qui va t'accompagner sur le long terme, si tu veux que tu aies vraiment une vraie communauté. OK. OK, super intéressant d'en savoir plus sur, bah, la création d'une communauté. On va revenir sur l'aspect études un peu plus tard, mais d'abord, on aimerait bien savoir concrètement ton rôle de CMO, donc Chief Marketing Officer. Il consiste en quoi? Enfin, quelles sont tes missions? Quel est peut-être ton rôle de manager au sein de l'équipe? Parce que tu nous disais à l'instant que vous étiez plus d'une vingtaine maintenant. Mmh. Bah, comme tu as dit, j'ai un double poste, en fait. J'ai déjà le poste de cofondateur, donc qui t'oblige à participer à toutes les décisions de l'entreprise, à la stratégie, que l'entreprise va prendre les prochains mois, les prochaines semaines, et cetera. Et tu as, le rôle de CMO, donc comme on disait, directeur marketing. Aujourd'hui, directeur marketing chez Aquaverse, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il va se retrouver parce que certes, on est une vingtaine, mais on est quand même peu pour tout ce qu'on a à faire. Il va se retrouver des fois dans la prod pure et dure, et assez souvent même. Donc, je vais faire du montage, je vais faire, la création de contenu, je vais animer la communauté avec le responsable Discord. Je vais faire pas mal de choses. Et des fois aussi, il faut prendre du recul et il faut se poser vraiment sur de la stratégie, analyser ce qui a été fait, voir si c'est vraiment la bonne direction. Si, par exemple, typiquement en ce moment, notre objectif c'est plus donner de la visibilité à la communauté, bah, est-ce que c'est bien réussi, hein? Par exemple, le 30 juin, on va se poser, on va voir est-ce que vraiment on a réussi cet objectif-là? Si oui, bah, cool, sinon, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a foiré? Et donc, c'est plus ou moins, mon rôle, c'est donc, animer cette communauté, faire en sorte que Aquaverse soit visible, par les gens qui la connaissent déjà et les gens qui ne la connaissent pas et voilà, produire, être tout le temps, sur tous les canaux. T'as quel âge là, Younes? Rappelle-nous vite fait. J'ai 24 ans. Et t'as et tu des études à valider encore? Je suis en dernière année. Je suis en dernière année, Ça fait beaucoup de taf, ouais. c'est un vrai combat. Les Je vois journées ça. commencent à 6 heures et elles se terminent généralement à minuit, 1 heure du mat. Ouais. Des longues journées. Mmh, Tu parlais, au début, enfin, à l'instant plutôt du fait qu'il y a un rôle, tu le rôle stratégique. mmh, Comment elle se passe la coordination avec les autres cofondateurs? mmh. Nous, on a de la chance. On a de la chance, on est très, on a une très, très bonne relation en fait, nous 4. Noël, il le dit souvent, on forme qu'un et j'ai envie de te dire, tu es obligé en fait quand tu mènes un projet comme ça, tu es obligé d'être, au moins très bon pote avec ton associé. Sinon, je pense sans ça, c'est très compliqué de mener un combat comme le nôtre. Hem, je 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 vais parler honnêtement, en septembre en septembre, on venait par exemple, on est le 9 aujourd'hui, bah, on venait à 10 heures 11 heures et on avait comme dirait Noël,
on n'avait pas le droit de quitter la même journée. Donc tu, Je viens de comprendre, punaise. tu viens le 9, tu quittes le taf le 10, tu vois. OK. Donc quand tu es obligé de passer autant de temps avec quelqu'un, bah, tu es obligé de faire en sorte que cette relation soit la plus pure et la plus positive possible. Malgré tout ce qui peut arriver comme désaccord, malgré tout ce qui peut arriver comme problème en fait au quotidien, parce que gérer une boîte, c'est des problèmes. Des fois, c'est, c'est de l'administratif, des fois, c'est du management, des fois, c'est de la strat pure et dure. Et donc, vraiment, nous, on mise beaucoup sur l'aspect humain. Et c'est pas que entre nous, cofondateurs, hein, c'est vraiment avec tout le monde. L'aspect humain, si l'aspect humain est bon, vraiment derrière, t'as pas besoin de forcer les choses pour que ça aille bien, que ce soit au niveau de la prod comme au niveau du feeling entre les gens dans la boîte. Ouais, OK. donc vous êtes très très proches, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait la force de l'équipe, la force du projet, tu vois. Ah, C'est un tout. il y a des cofondateurs, il y a des associés parmi mes associés qui me voient plus que leurs compagnons. Fais attention, ça. C'est à eux de faire attention. Moi, ça va. C'est vrai. Hem Et ce qui est intéressant, avant de passer à la suite, ce qui est intéressant, c'est que, quand tu vois CMO, sur LinkedIn, tu te dis: «Punaise, le mec, il est à la tête, du marketing, il est à la stratégie». Mais en fait, dans ce que tu nous disais, c'est que tu es aussi beaucoup, beaucoup en prod et que tu fais, probablement ce que peuvent aussi faire parfois, des alternants ou des stagiaires, quand ils intègrent une startup. Clairement. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'alternant, déjà. Heu, quoique, on a Andrea, un alternant qui travaille avec nous sur la communauté, hem et c'est le seul. Et donc, en fait, tu es obligé de participer, de mettre la main à la pâte. Heu, Tout repose sur toi. Mmh, un je pense dans les grands groupes, c'est pas pareil, mais pour moi, un manager, il doit participer à la prod. Parce que s'il participe pas à la prod, il comprend pas les problématiques des gens avec qui il bosse. Il comprend pas pourquoi les deadlines sont courtes des fois, pourquoi il est trop ambitieux sur tel ou tel sujet. Heu et donc moi, je tiens vraiment à participer, quand même à la prod. J'en parlais avec un pote qui est aussi, lui, c'est à une autre échelle encore, qui est responsable marketing d'un très grand groupe européen, à Dublin, à Paris, il est sur plein de villes et plein de pays. Et lui, il me disait, maintenant, il en peut plus parce que il est plus dans la prod. Et nous, de base, quand tu viens du marketing, tu viens forcément d'un parcours de prod. Tu faisais de la prod avant. Et des fois, je pense, s'éloigner de la prod, c'est s'éloigner des tendances aussi. Du Parce que terrain? tu es là, du terrain, tout simplement. Voilà, exactement. Tu vas pas forcément comprendre pourquoi tu as pas converti. Tu vas pas forcément comprendre plein de choses, en fait. Et donc, t'es obligé de participer à la prod, surtout chez nous, chez Aquaverse, où on n'est pas encore beaucoup dans l'équipe marketing et com. OK. OK, OK, super intéressant. Hem On le rappelle parce que c'est pas facile à le croire quand on t'écoute. Tu es étudiant bac+5, donc M2. C'est quoi ton rythme d'alternance finalement? Et est-ce que tu peux peut-être rappeler, le nom de ton master et ce que tu fais, Mmh. ce que tu étudies dans ton master? OK. Bah, le rythme déjà, c'est un jour par semaine et je me estime très, très chanceux en fait. Un jour à Très l'école. chanceux. Un jour à l'école par Ouais. semaine, oui. Donc le vendredi. Donc demain, je vais me lever à 6 heures pour aller en cours. Heu, donc ce rythme-là, il me donne assez de liberté en fait, pour aller, travailler le reste de la semaine. Tu peux t'absenter un jour, il y a les autres pour backer, si tu prévois bien les choses, normalement il y a pas de souci. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je suis en master marketing digital et business, MDB ils appellent ça. Et ce qu'on fait, bah, on fait un peu de tout en fait. On va réfléchir à la fois, à l'aspect business du marketing, donc le CRM, la conversion, pourquoi tu as fait tant de chiffres et tu pas fait autant et cetera. Et on va aussi s'intéresser à la prod, encore une fois, tu vois? On va s'intéresser au SEO, au marketing, pur, à la création visuelle. C'est en fait tout ce qui touche de près ou de loin au marketing. Comme ça, derrière, eux, leur ambition, c'est de faire de toi quelqu'un qui va gérer une équipe qui fait plein de choses. Et donc, forcément, pour gérer quelqu'un qui fait plein de choses, il faut que tu comprennes ce qu'il fait.
OK. Et tu es satisfait toi de ton master? Parce que c'est une grande question que se posent beaucoup les étudiants finalement, parfois certains sont déçus. Mmh, il y a un blanc, hein. Tu as le droit de Honnêtement, réfléchir. c'est ça. Je pense que c'est très dur de dire que tu es satisfait ou pas d'une formation, hein. Quelconque formation, hein, pas que la mienne, hein. Je connais des gens, ils sont dans des top écoles et malgré ça, des fois, ils sont pas satisfaits. Je dirais que dans notre école, on va beaucoup nous faire confiance. On va beaucoup nous pousser à exprimer notre avis. Vraiment là, le directeur, et le responsable de la formation, ils viennent assez souvent pour parler avec nous, pour, comprendre un petit peu ce qui dérange ou pas chez nous. Mais il y aura toujours des axes d'amélioration. Il y aura vraiment toujours des axes d'amélioration, mais je pense que l'école, moi c'est mon propre avis, hein, je vais me faire déglinguer après dans les commentaires, mais l'école, elle est pas là pour faire de toi un excellent, marketeur ou un excellent dev ou, elle est là pour te donner les bases et c'est à toi d'aller te perfectionner, que ce soit sur le terrain ou sur internet, sur les formations et cetera. Moi, c'est mon point de vue, de la chose, hein. Donc, si je suis satisfait ou pas, honnêtement, je suis neutre, vraiment. Je suis ni négatif ni satisfait. Peut-être on a déjà posé la question et j'ai juste skippé l'info. T'es dans quelle école? Et Subcom. Et Subcom, ok. Et Subcom, c'est une école de com, à Lille, Paris, plein de villes, en France. Ok. Et autre question du coup que j'ai pour toi, c'est, tu vois, tu dis que t'es une semaine, un jour pardon par semaine à l'école, donc le Mmh, vendredi. oui. Mais en plus toi t'es CMO, donc je crois que je connais ta réponse. Le jour où t'es à l'école, tu lâches pas enfin tu lâches pas le projet, tu lâches pas Aquaverse, même si t'es à l'école, t'es toujours forcément sur le projet un petit peu. Comment tu fais pour Ses camarades, ils doivent attendre des notifs de Discord à chaque fois. ah ouais, comment tu gères les 2 en gros, tu vois? Est-ce que tu te dis: «Vas-y vraiment aujourd'hui je suis en cours, je fais cet effort-là, je me concentre sur les cours» ou tu te dis, «Aquaverse c'est quand même, le projet, pour lequel je me bats tous les jours, Mmh. non vas-y je priorise quand même ce projet», tu vois? Non, honnêtement, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je suis très à l'aise, par exemple la création visuelle et tout. J'en ai fait pendant 5 ans, j'ai plus rien à apprendre entre guillemets «à l'école», même si j'ai toujours des choses à apprendre. Donc je sélectionne plus ou moins les matières et si je sais que là, je suis bon, je peux me concentrer sur autre chose que le cours, bah, je le fais. Mais la plupart du temps, pour être totalement honnête, j'ai le Discord ouvert, j'ai le Twitter ouvert, j'ai tout qui est ouvert et s'il y a une galère, je peux régler ça rapidement. OK. OK. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur conseil pour les gens qui nous écoutent, Non. mais c'est la réalité. C'est la réalité en vrai quand tu es entrepreneur et que tu es dans un projet aussi, aussi impactant et surtout quand tu es CMO du du projet, avec une équipe, Mmh. il y a forcément des contraintes, ouais, forcément. Je pense faut être, totalement honnête avec les gens et pas avoir forcément une vision parfaite du monde. C'est pas possible d'être, parfait à l'école, c'est pas possible d'être parfait en entreprise, comme c'est pas possible d'être parfait dans une vie perso. Heu, je pense qu'il y a des réalités comme ça qu'il faut accepter, hein, internet et le développement personnel nous ont beaucoup vendu, la vie de rêve, le lifestyle magnifique, tu te lèves à 6 heures, tu vas faire du sport, après tu vas voir ton pote, tu vas faire du yoga et cetera. Non, pour moi, la vie, c'est des priorités. Toute la vie, c'est des priorités. Il y a des périodes où, ta priorité, c'est de te concentrer sur les cours parce que tu vois que tu commences justement le niveau, il commence à baisser, que tu risques de perdre ton année. Après, il y a d'autres moments où tu vois que ta boîte, elle a plus besoin de toi que l'école. Donc, c'est à toi d'ajuster en fait tes efforts et de donner à chaque partie de ta vie l'énergie nécessaire pour pas la rater. Que ce soit ta vie perso, pro, école, tout ce que tu veux. OK et j'ai envie de dire comment toi tu t'organises et quels sacrifices tu as dû faire au quotidien pour aujourd'hui, avancer sur ton projet? Parce que tu l'as pas dit, mais ta semaine elle dure pas 5 jours, ta semaine d'activité. La plupart du temps, elle dure 6 jours et demi. 6 jours et demi, parce qu'il le faut. Pas parce que j'aime ce que je fais, mais même si j'aime ce que je fais, moi honnêtement, j'aimerais bien avoir un petit week-end quand même. Donc oui, j'ai
pas des week-ends. La plupart du temps, par exemple, ce week-end, je l'ai pas pris. J'ai travaillé le samedi, dimanche. J'ai enchaîné lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Euh, Comment je m'organise, honnêtement, c'est simple. J'ai dû faire énormément de sacrifices. Mes potes, déjà, qui je m'excuse encore. Je me suis déjà excusé auprès d'eux plein de fois. Maintenant, je m'excuse comme ça en podcast. Hum, C'est une vraie preuve d'amitié, ça. Ils le savent et ils comprennent. J'ai de la chance de les avoir. Donc, tu dois faire une croix, entre guillemets, sur plein de choses, ou pause sur plein de choses. Le sport, j'ai totalement arrêté. Avant, c'était compliqué, là encore plus. Euh, entre le début d'Aquaverse et maintenant, j'ai pris, je crois, 10 kilos. Donc, il y a une petite photo avant-après sur Twitter, elle est trop drôle à voir. Les joues, elles ont pris, hein. Je vais aller retrouver ça. Donc, le sport, les potes. Après, moi, j'ai de la chance parce que j'ai jamais eu tendance à trop sortir, à trop aller boire des verres, à trop jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours été en fait derrière mon écran, mon ordi, soit à bosser, soit à regarder des vidéos, des tutos sur soit le taf, soit le business en général. Donc, les sacrifices, c'était ça en fait. Oublier le sport, oublier les potes, la famille, le minimum possible, tout en restant bien sûr en contact et en très bon terme avec eux. Et, euh, et voilà, en fait, c'est les principaux sacrifices que j'ai dû faire. Et ça a pas suscité, au début et peut-être encore, beaucoup d'interrogations de la part de tes proches? En fait, mes parents, ils m'ont... Là, quand je parle de proches, je parle principalement de mes parents. Moi, mes parents, ils m'ont toujours compris, même si forcément, ils comprenaient pas ce que je faisais. Mais ils m'ont toujours dit, ok, fais ce que tu veux, en fait. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Euh, je m'en souviens encore en... quand j'étais au collège, en troisième, quand j'ai dû passer au lycée, quand j'ai dû faire le choix en fait entre le lycée général et le lycée pro. Je leur disais, je vais faire un lycée pro. Et je m'en souviens très bien d'une discussion entre ma mère surtout et quelqu'un de la famille qui lui disait, ouais, non, lycée pro, c'est n'importe quoi. Et je m'en souviens. Et euh, ma mère, c'est ma mère. C'est normal qu'elle s'inquiète. Mais très vite, en fait, elle m'a fait confiance. Et ça, depuis toujours. Et aujourd'hui, en fait, ma mère, elle me dit, tant que t'es heureux, et mon père aussi, tant que t'es heureux, tant que tu kiffes ce que tu fais, tant que t'es pas triste, en fait, tant que t'es pas déprimé parce que t'as pas de vie, euh, tant mieux. C'est son choix. Après, mes potes, honnêtement, j'ai vraiment très peu de potes, moi, il faut le savoir. J'ai vraiment très peu de potes, mais c'est des vrais potes. Hier, je parlais avec un pote qui s'appelle Cyril. Typiquement, hier, à la fin de notre discussion, il me dit tu sais pas comment je suis fier de toi. Et ça, c'est quelque chose de ouf, ça. c'est... Donc, mes proches, non, j'ai de la chance. J'ai de la chance, ils m'ont toujours soutenu, que ce soit la famille ou les potes. T'es entouré des bonnes personnes en vrai. Et c'est ce qu'il faut, surtout avec ton rythme de vie. Tu peux pas Mm. avoir de gens toxiques autour de toi, sinon tu tiens pas. Clairement, clairement, parce que tu vas trouver 1 heure par semaine et cette heure, il faut qu'elle soit la plus qualitative possible, en fait, avec ces gens-là. Il faut pas se prendre la tête. Ouais, tu viens pas, on te voit pas. Clairement. Même on n'a plus l'âge, en fait, honnêtement. Mm. Non, ça me laisse pensive. Hem, ouais, avant de passer à d'autres questions, il y en a une qui me vient à l'esprit. Tout à l'heure, tu disais que, en gros, faut aller chercher aussi les informations sur internet et cetera. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis et te permet d'être, hem, performant en marketing et de progresser en marketing? Je En dirais termes de pas que je suis... ressources? Oui, tu vas dire que je savais que tu allais dire ça, mais Ah, honnêtement, hein, vraiment, en toute transparence, je dirais pas que je suis performant. Au contraire, tous les jours, j'appelle des potes qui travaillent dans le domaine et je leur pose des questions. Thomas, d'ailleurs, le pauvre, cette semaine, je l'ai harcelé, s'il nous écoute. Euh, Après, il y a quand même des moyens d'apprendre et de rester à jour. Déjà, le moyen le plus simple, Feedly, tu paramètres des mots-clés qui t'intéressent, marketing, business, startup, digital, et rapidement, en 10 minutes, tu peux être au courant de tout ce qui se passe, au moins dans les grandes lignes, et après, tu approfondis quand tu as le temps. Juste, Donc, excuse-moi, je te coupe, tu peux expliquer ce que c'est Feedly? Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ici. Feedly, c'est un flux RSS
Heu, Comment expliquer maintenant flux RSS? Tu t'es embourbé là. En gros, c'est un service en ligne, c'est une appli, une extension aussi sur Google Chrome. Tu viens, tu paramètres des mots-clés qui t'intéressent, donc comme je disais, et lui, ce service-là va aller chercher tout le contenu qui traite ces mots-clés-là dans la langue que tu as choisie ou sur les sites que tu as choisis. Parce que, par exemple, je peux lui dire, moi, je veux voir le digital que sur, par exemple, laréclame.fr, tu vois. Et lui, il va me sortir les articles qui parlent de digital que sur laréclame.fr. Donc, c'est plus ou moins une sorte d'automatisation pour te ramener le contenu que tu kiffes. Voilà, donc ça, c'est concernant Feedly. Après, c'est pas directement lié à ce que je fais, c'est pas directement lié au marketing, mais les podcasts business en tout genre, Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself, Pauline Léniaud, French Doers, nos petits potes de Station F, On les embrasse bien fort, c'est la très, famille. très fort. Donc, c plein de podcasts comme ça. Ils vont pas forcément te parler de marketing pur, mais ils vont te parler de leur parcours. Et leur parcours, il pue le marketing en fait. Mmh, 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 mmh. donc, donc forcément, tu t'inspires de ce qu'ils ont fait, des erreurs qu'ils ont commis aussi pour pas les faire toi aussi, pour apprendre. Donc moi honnêtement, les podcasts c'est vraiment ma principale source d'apprentissage. Tous les matins, j'ai un podcast dans les oreilles, que ce soit en français. Maintenant, je me force aussi à écouter en anglais pour améliorer mon anglais parce que je suis vraiment une quiche. Donc podcast, flux RSS, articles sur tous les sites, comme je disais, hein, Challenges, Strategies, La Réclame, Presse Citron aussi, plein de sites comme ça. Et honnêtement, de la curiosité et quelques bonnes pages sur LinkedIn, je pense que t'es bon. Est-ce que tu lis un peu? Mmh. Livres, hein, pas Feedly, les articles, et cetera. Là, Heu, là, tu le vois à la webcam, il y a quelques livres, hein, mais c'est uniquement pour la déco. Heu, non, pour être honnête, j'essaye de lire, mais c'est très compliqué. C'est OK. très compliqué parce que je m'endors en fait quand je lis, je te jure, c'est abusé. Ouais, c'est soporifique. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de sommeil, les livres, c'est magique. Donc moi, j'ai tendance plus à aller lire un résumé d'un livre, et si jamais vraiment il m'intéresse, je vais aller chercher le bon chapitre, la bonne page, et je vais la lire et je vais essayer de me renseigner sur le sujet. Mais sinon, lire un livre en entier, c'est rare. OK, OK, ça se tient. Chacun consomme son contenu un peu comme il le sent, en vrai. Mmh. Et aujourd'hui, bah, tu l'air très bon dans ton domaine, et si tu lis pas, bah, tu lis pas, et tu as quand même tes ressources qui marchent quand même, c'est le principal. C'est le jeu. Il y a plein de gens qui apprennent différemment. Moi, il y a plein de potes qui me parlent de plein de livres de marketing et tout, mais j'ai jamais pris la peine de les lire. J'ai oublié de citer un podcast, un très très bon podcast pour ceux qui veulent, qui s'intéressent en fait au marketing en général, mais surtout au marketing digital et aux social media. C'est Super Daily. Super Daily, c'est un podcast tous les jours. Tous les jours, ils vont t'envoyer un petit épisode de 30 minutes, 20 minutes, et ils vont te parler d'un sujet précis. Soit ils vont te détailler l'actualité les dernières tendances qu'il y a sur le social media, le marketing sur le social media, ou ils vont prendre un sujet, par exemple les réels sur Instagram, et ils vont te donner plein de tips sur le sujet. Euh, donc c'est énorme, c'est fait par une agence qui s'appelle Super Natif à Lyon, si je me trompe pas, et ils sont vraiment incroyables, vraiment. OK, On je mettra connaissais tout pas. ça ouais, on mettra tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les ressources, facilement. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin, il nous reste quelques questions. Hem, c'est quoi pour toi, Younes, les avantages et les inconvénients à entreprendre quand on est étudiant? En soi, tu nous en as déjà cité pas mal, tu vois? On a vu que tu avais fait pas mal de sacrifices, pour le projet, et que c'était important pour toi. Hem, mais d'un côté avantage, tu vois? Qu'est-ce que tu gagnes, toi, d'un point de vue peut-être perso, à faire tout ça? Je... C'est très compliqué de tout résumer comme ça en quelques phrases, mais je pense que c'est de la maturité. Tu apprends énormément parce que tu t'intéresses à plein de sujets différents en fait, et surtout en tant qu'entrepreneur, euh, ou bien intrapreneur, hein, pas forcément que entrepreneur, Mmh mh, mmh. mais quelqu'un qui porte des projets même au sein d'une entreprise, t'es amené à beaucoup parler avec des gens, à beaucoup rencontrer des différentes personnes. Et moi qui suis de base de nature pas timide, mais réservé,
J'avais beaucoup de mal au début d'aller, solliciter quelqu'un que je connais absolument pas. Maintenant, aujourd'hui, en un message LinkedIn, je t'envoie une demande de un sacrifice de ouf, alors que tu me connais à peine, tu vois? Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé sur le plan social où maintenant j'ai vraiment plus du tout de mal à aller solliciter quelqu'un. Après la maturité aussi sur, la façon de réfléchir. Avant, par exemple, c'est un petit peu c'était mon défaut. Avant, par exemple, tu étais en retard, à un rendez-vous. Dans les 10 minutes, bah, si tu viens pas, je rentre chez moi et peut-être que je vais même plus te parler derrière. Et et en fait, aujourd'hui, quand tu entreprends, comme tu es amené à rencontrer pas mal de personnes, tu es rencontré à rencontrer pas mal de modes de vie, de caractères et en fait, tu apprends à t'adapter et tu apprends surtout une chose, c'est la vie est peace, c'est bon, c'est bon, si tu as raté 30 minutes de ta vie, c'est bon, c'est quoi? C'est certes, c'est important le temps, certes, il faut qu'on fasse pas mal de choses dans une journée, mais j'ai appris à accepter, en fait, les gens, différents de moi. Parce qu'avant, comme je disais, j'avais vraiment tendance à rester chez moi, dans mon monde, devant l'ordi et donc tu es tout seul, en fait, dans tes idées et les réseaux, ils sont faits comme ça aussi. Ils te proposent que ce que toi t'intéresse vraiment et le mode de pensée qui, toi, te convient. Donc j'ai beaucoup appris, en entreprenant. Heu, j'ai appris aussi, j'ai fait en fait beaucoup d'erreurs sur les derniers mois, surtout au niveau du management et au niveau du travail avec les autres. Heu, pour être totalement honnête, c'était compliqué les premiers mois. Vraiment, c'était très, très compliqué de bosser avec d'autres personnes qui, eux, bah, ont pas forcément la même vision que toi et en fait, c'est très dur de séparer l'aspect stratégique le rôle stratégique que tu as et le rôle production sans forcément écraser les autres. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à dissocier les 2 et je pensais que pour être un bon manager ou un bon leader, tu devais en fait imposer ton idée, la défendre jusqu'au bout et cetera et ça a jamais amené, à des conflits, hein. J'abuse là des termes mais entre gui ça nous a fait perdre beaucoup d'énergie, que OK. ce soit à moi comme aux personnes avec qui je travaillais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai appris à travailler avec les autres surtout, parce que eux, ça allait très bien en fait. C'était moi le problème. Donc j'ai appris à travailler avec les autres, j'ai appris à écouter les différents avis sans forcément croire que ça me critique moi en fait. J'ai OK. appris à séparer les idées de la personne, vraiment, s'il faut résumer. Donc j'ai appris pas mal de choses. J'ai vraiment appris pas mal de choses et j'ai pris beaucoup de maturité aussi sur la vie. Je la vois vraiment différemment. Avant, avant j'étais quelqu'un qui devait vraiment se beaucoup «sécuriser» entre guillemets son avenir. Il faut faire un diplôme pour avoir un CDI, pour faire ça, pour, ensuite avoir un appart, tout ça et aujourd'hui, bah, quand tu montes une start-up, quand tu montes une entreprise, généralement en moyenne, tu as 3 à 4 mois de vie devant toi donc peace, peace. OK. OK, OK, je vois et peut-être question un peu plus profonde. Pourquoi toi le fameux why, hein, Mmh, et d'ailleurs je sais peut-être que ton why est pas encore défini et tu auras peut-être pas la réponse, tu vois? mmh, Mais je me demandais pourquoi tu as lancé tous ces projets-là pendant tes études? Moi je connais des gens, tu vois, qui me disent: «Ouais, je lancerai des projets plus tard quand j'aurai fini mes études et cetera». mmh. Toi, pourquoi? C'est quoi au fond? Est-ce que tu as réussi même à définir ça? Ce qui fait que tu t'es dit: «Vas-y, je le fais maintenant». En plus, en partant du principe que, de base, l'aquaculture, c'est pas ton projet à toi, tu vois? On est venu te Non, chercher sur ce absolument pas. domaine-là, Mmh, tu vois? mmh. Donc, est-ce que tu as réussi à définir ton why, en fait, ton pourquoi? Ah, on dit souvent ton why, même dans les pitch decks devant les investisseurs et tout, mais je pense qu'il y a plusieurs why en fait. Il y a pas qu'un seul why dans OK. une vie ou dans le quotidien d'une personne. Moi, je trouve beaucoup en fait, si on parle de why, on parle forcément de là où tu puises ton énergie pour te réveiller à 6 heures alors que tu as dormi à 1 heure ou 2. Mmh. Moi, je pense je le cherche, hein, encore, hein, mais aujourd'hui, je pense que mon «why» entre guillemets vient beaucoup de mes parents. Je suis fils unique, et j'ai entre guillemets «un certain poids sur les épaules», tu vois? Il faut être à la hauteur des ambitions des parents qui ont tout donné, qui ont tout fait pour toi, en fait, surtout, bah, quand tu te souviens, en fait, quand tu te poses et que tu réfléchis, tu repenses à ton enfance et tout, des choses que tu voyais pas avant, maintenant tu les comprends. Des sacrifices, plein de choses comme ça
Et je pense que ça motive énormément. Ça motive énormément à aller chercher, à aller puiser cette motivation qu'il y a au fond de moi. Après, honnêtement, en parlant beaucoup avec Deliane, le CEO donc d'Aquaverse, pendant des années, en fait, j'ai appris à kiffer le combat qu'on mène, en fait. J'ai vraiment appris à le kiffer, à le porter vraiment à cœur. Au début, c'était le combat de Deliane en 2020. Aujourd'hui, c'est tout autant mon combat que le sien. Heu, nous, on croit profondément que déjà notre génération, nous, heu, on peut changer les choses. On est souvent là à pointer, les grands groupes, à pointer l'État du doigt et dire qu'ils se bougent pas pour l'environnement ou pour la jeunesse ou nous, on entend le discours, hein, on l'entend, on comprend, mais nous, on pense que passer ses journées, ses heures, sa vie à critiquer ne mène à rien et il faut aller chercher la solution en toi et en ce que tu peux apporter à ce monde-là. Heu et même, tu vois, honnêtement avec, tu vois, je t'ai parlé de sagesse tout à l'heure et de ce que j'ai appris, en portant ce projet. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai rencontré pas mal de gens, en gagnant le prix de l'UNESCO et cetera et On le même rappelle, c'est pardon, on l'a pas dit. Tu peux nous expliquer, pardon, quand même? avec Aquaverse, il y a quelques mois, 1 mois ou 2, on a gagné le prix de l'entreprise la plus innovante au monde à l'UNESCO et au Netexplo. C'est 2 entités, qui travaillent ensemble. Donc c'était un coup de boost énorme pour l'équipe. Voilà, après je me fais taper sur le doigt quand je dis qu'il est performant. C'est un travail d'équipe certes, mais bon, Ouais. enfin, je Non, sais pas. c'était important de le rappeler quand même. Tu viens de Merci. dire tu viens de dire «au monde» quand même, donc non, non, je pense que c'est L'UNESCO important dans la même de phrase avec au c'est monde. important de le rappeler quand même et l'UNESCO, c'est pas Donc rien, ouais. Ouais, lambda. merci, merci beaucoup. Félicitations et félicitations à toute l'équipe aussi parce qu'on sait que vous avez Ouais, ouais, énormément bossé, qu'il y a eu Clairement, beaucoup de nuits blanches clairement, ouais. et que vous des nuits blanches, avez on compte pas les heures ouais, et vraiment, moi je parle là, l'épisode entre guillemets, il est tourné autour de moi, mais les sacrifices que je fais, sont également faits de la part, de tout le monde dans l'entreprise, vraiment tout le monde. Il y a des gens dans la boîte, c'est nous qui allons les voir et on leur dit: «Les gars, prenez votre jour off, prenez votre week-end, allez respirer». Il y a des gens, ils sont là tous les jours, tous les jours. Donc oui, non, c'est un travail d'équipe vraiment, c'est l'équipe qui a porté ce projet. C'est vraiment pas Younes ou Dolian ou Noël ou Baous, c'est vraiment tout le monde. Mais ça veut aussi dire que vous avez recruté les bonnes personnes, tu vois? Donc Oui, en soi, on est c'est vraiment très aussi, chanceux. donc chanceux, mais vous avez fait les bons choix les gars, hein. C'est pas forcément facile de recruter, hein. Moi, je suis dans le recrutement, je le sais, hein, c'est pas simple de recruter. Vous avez fait les bons choix en vrai, bien joué, franchement bien joué. Bah, on parlait de cause. Je pense que Ouais, c'est vraiment la cause qui motive tout le monde. Se dire exact. qu'on sera les premiers, peut-être dans quelques mois, au monde à réussir à dépolluer les océans de la principale problématique. Il faut savoir que, heu, l'océan, aujourd'hui, couvre la planète à 70. C'est La énorme. surface de la planète est de 70 et l'oxygène qu'on respire, il est produit à 50 dans les océans et en fait, quand quand tu réfléchis et que tu fais le lien avec, l'écosystème, ton mode de vie, en fait, quand tu prends de la hauteur et que tu regardes le problème, tu comprends que le problème concerne pas des baleines ou des méduses, je sais pas où. Il te concerne toi aussi et je pense toute l'équipe a compris ça, en fait et du coup, toute l'équipe se donne à 1000 pour ce projet. Heu, il y a des gens, quand on a réussi notre coup en février, dernier, quand on a fait 1 million et quelques de CA, en février, il y a des gens, ils ont pleuré. Des gens, ils ont pleuré de joie et je pense que c'est la plus belle preuve de leur engagement et de leur amour envers cette boîte. Ouais, quand tu dis des gens, c'est pas, vous les fondateurs, c'est vraiment des gens que vous avez Ah oui, recrutés et oui, aujourd'hui, oui, c'est des gens clairement, ouais, oui, ouais, clairement, ils sont attachés au projet et c'est plus que des simples employés aujourd'hui, tu vois? Donc ouais, c'est exactement, un tout ouais. qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là et c'est très, très fort. Franchement, c'est très, très fort. Merci. Pour continuer quand même, qu'on revienne un petit peu, sur toi et les questions qu'on te pose, c'est quoi pour toi un étudiant entrepreneur? Comment tu définis, un étudiant entrepreneur? Moi, il n'y a pas forcément de définition à donner, en fait, parce OK, que je c'est ma réflexion qui vient comme ça, en pensant à ta question. Hem, un étudiant entrepreneur, c'est un jeune comme tous les autres jeunes. Il se cherche au quotidien, hem,
il a son combat à mener comme les autres ont leur combat à mener. D'autres gens vont pas forcément entreprendre, mais ils vont aller faire du sport, ils vont aller se chercher eux-mêmes, ils vont aller voyager. Et c'est tout aussi fort que aller monter une boîte ou, ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, franchement, j'ai pas vraiment de définition à donner, mais ce que je peux dire comme ça, c'est respect aux étudiants entrepreneurs, hein. Vraiment respect. C'est je sais ce que c'est, en fait. Je sais ce que c'est, vous aussi, vous portez des projets. Heu, c'est des sacrifices sur sacrifices, sur sacrifices, sur sacrifices et des fois, tu vois pas le résultat, dans quelques mois, peut-être même dans quelques années donc c'est, c'est des personnes, très fortes, les étudiants entrepreneurs. Donc, respect à tous les étudiants qui se bougent et qui entreprennent. Mmh. Euh, on se rapproche fortement de la fin là. Est-ce que tu as un conseil, un seul conseil à donner à un étudiant qui nous écoute actuellement et qui se dit oh, l'histoire est folle, j'ai envie de me lancer moi aussi, tu Mmh. Là, tu vois, je te disais que je lisais pas, mais vois. Va lire. l'un l'un des rares livres que j'ai lus, c'est, enfin l'un des rares livres, je parle comme si j'avais lu que 3 livres dans ma vie, hein. J'en ai lu quand même des dizaines, hein, mais c'est juste je suis pas un gros lecteur. Il y a un livre qui s'appelait Top 5 of Regrets of Dying ou un truc comme ça. En gros hem, je vais le chercher maintenant. Ah voilà. Top 5 regrets of the dying. En gros, les top 5 regrets de la mort. Ok. C'est une l'autrice, elle s'appelait comment? Brownie Ware, l'autrice. Et en gros, l'auteur ou l'autrice, je sais pas comment on dit. Les L'autrice? 2 se disent. De se disent, ok. Donc, elle est partie, en fait, elle était infirmière dans un hôpital et elle partait voir les personnes qui étaient vraiment malheureusement sur le point de décéder. Elle leur posait une question simple. C'est quoi votre plus grand regret? Et vraiment, ce livre, il était très marquant, je m'en souviens. C'est les réponses, en fait, elles étaient toutes différentes, mais elles avaient toutes le même objectif et si on les reformulait toutes, on se retrouvait avec la même question, en fait, avec la même réponse. Tu avais des gens qui disaient, «J'aurais kiffé, faire ce voyage-là que j'ai jamais osé faire. J'aurais kiffé, vivre ma vie vraiment comme je le veux et pas forcément comme la société me le dicte ou comme mes parents, mes proches me le dictent» et et je pense que c'est le conseil que j'ai à apporter. Il faut oser, en fait. Faut oser, faut je vais parler comme un gars du développement personnel sur Instagram, mais vraiment, faut sortir de cette zone de confort. Nous, vraiment, c'est très cool de rester dans sa chambre, la Play, l'ordi, YouTube, Netflix, tout ça, mais il y a une adrénaline de ouf, quand tu testes des choses. Quand tu testes des choses, quand tu vraiment, hein, c'est Roman Frécinet dans le podcast, sur Nouvelle École qui disait ça. Il disait des fois, j'annonçais un spectacle, je l'avais ni écrit, j'avais ni la salle, ni rien, et je me débrouillais pour faire tout ça. Encore Et en un fait, c'est ça. encore un fake it until you make it. À chaque C'est Encore, hein, ça, épisode, il y en a toujours, un. hein, toujours. heu, clairement, clairement, je te jure. Je pense qu'il faut juste, sauter, faire le pas et puis derrière ça va tout seul, en fait, ça découle, tout seul. C'est ça, en gros, faut oser, ouais. Quitte à ce que Mmh, il y a un échec derrière. Au final, c'est quoi un échec? T'auras mmh, peut-être perdu un peu de temps, peut-être un peu d'argent, mais en vrai, mmh tu vas te relever et tu vas passer à autre chose, quoi. Tu vas continuer. et même honnêtement, il y a vraiment pas d'échec, hein, vraiment pas. C'est Sur vrai le que coup, peut-être que t'apprends, hein. tu le vis vraiment comme un échec et tout parce que voilà, tu pas réussi ce que tu voulais faire et tout. Mais honnêtement, quand tu regardes derrière toi, que tu vois tout ce que tu as appris derrière, je pense que c'est un invité sur French Doers qui disait ça. Il disait, lui, il avait un blog de voyage et il postulait chez des grands groupes. Je ne sais plus c'était qui, peut-être que Ipti, toi, tu t'en souviens? Je vois très bien c'est Heu, qui, j'ai pas son nom en tête. ouais, moi aussi. Il disait, heu, il disait que pendant les entretiens, alors qu'il avait fait plein de stages, plein de choses comme ça, dans des grands groupes, il parlait de rien du tout, de rien d'autre que son blog de voyage. C'est un blog de voyage, les gars. C'est l'équivalent d'un compte Insta. Donc, vraiment, faut juste sauter le pas, faut faire le pas, et oser se mettre dans des bourbiers des fois et puis, tout faire pour en sortir. Mmh. Très clair, super intéressant. Bah, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? LinkedIn Ça, peut-être? c'est vraiment une phrase de star ça.
Ça va finir en bio, hein, en description, tous les liens que tu vas donner là, on va aller te chercher. Ah, moi, c'est principalement LinkedIn, Twitter. LinkedIn, bah, prénom, nom de famille, Younes Ouamari. Et Twitter, c'est YNS-OM. Et c'est pas pour l'Olympique de Marseille. C'est pour le nom de famille. C'est pour quelle équipe? Moi, c'est vraiment hors France. C'est Espagne, Ok. Barcelone. Ok, ça Ok. marche. Ok. Même si Messi est parti, ça va. Je l'ai très mal vécu. Hein. Vraiment, je l'ai très très mal vécu, mais ça va. Ça va. Il est pas parti dans le pire des clubs. C'est vrai. Ah, Même si c'est un merci. peu le cas quand même. Me vexez pas, me vexez pas. Ça tire un bon attaque. Je parlais à l'échelle de la France, ça va. Ok, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, bah, merci beaucoup, Younes, pour ton temps. Enfin, on a beaucoup appris. Carrément, ouais. Malgré le fait que je Merci à connaissais vous. déjà beaucoup ton histoire, bah, finalement, on en apprend toujours plus. Et c'est super cool. J'espère que bah, les auditeurs et les auditrices ont pu aussi apprendre autant qu'on a pu apprendre. Et si vous avez des questions à lui poser, il est trop occupé pour J'espère répondre. aussi. Non. C'est vrai que j'ai tendance à prendre mon temps pour répondre, mais je réponds généralement. Non, oui, il prend toujours le temps de répondre et de manière quali, donc n'hésitez pas. Ça, c'est le côté communauté, faire attention à sa communauté. Je pense que ça vient de là. Sûrement. En tout cas, merci et merci à tous ceux qui l'ont écouté bah, d'avoir écouté jusque-là. Merci Merci à beaucoup, tous. Younes. Merci à vous aussi. Merci. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.